Si on ne décide pas le confinement demain, là, ça sera le confinement pour tout le pays dans quelques semaines. La situation de l'épidémie à Anvers inquiète. Le Conseil national de sécurité pourrait prendre de nouvelles mesures dès demain matin. Bonsoir à tous, dans ce RTL Info 19h, nous irons aussi à Courcelles, première commune wallonne à rendre obligatoire le port du masque partout sur son territoire. Un jeune n'avait pas son masque à Roulers en Flandre. Son interpellation musclée a été filmée, une enquête est ouverte. Christophe, 45 ans, malade du Covid, sans autre problème de santé. Il a passé 11 semaines dans le coma. Aujourd'hui, il doit tout réapprendre. Témoignage à suivre. Nous nous pencherons également sur un nouveau type de viande hybride, moitié végétale, moitié viande classique. L'objectif est d'avoir un produit moins gras. Faut-il reconfiner Anvers? Des scientifiques estiment que la mesure devrait être prise pour freiner le rebond de l'épidémie. La province du nord du pays concentre 55% des nouveaux cas de coronavirus détectés en Belgique. On voit cela en détail avec Chantal Monet et Denis Caudron. Anvers au cœur de toutes les préoccupations. Il faut dire que les chiffres ont de quoi inquiéter. Prenons le nombre de contaminations par semaine et par 100 000 habitants. 22 en Flandre, 13 à Bruxelles, 11 en Wallonie et 77 à Anvers. Pour certains spécialistes, il y a urgence à agir dans la métropole flamande. Si on ne décide pas le confinement demain, là, ça sera le confinement pour tout le pays dans quelques semaines, ou dans quelques jours même. 9 bars ont été fermés hier soir à Anvers pour non-respect des mesures coronavirus. Sur Twitter, le bourgmestre appelle les patrons de l'Horeca à davantage respecter les règles. Hier déjà, la bulle sociale a été rétrécie. Les Anversois ne peuvent plus fréquenter que 10 personnes par semaine au lieu de 15. Des mesures loin d'être suffisantes pour certains. Ça fait déjà 2 semaines qu'on tire l'attention sur le problème à Anvers. 2 semaines, c'est trop tard. Et ce qu'ils ont fait, ce n'est pas assez pour l'instant. Donc oui, c'est trop tard. Bart De Wever impose aussi dès demain le masque. Enfin, chacun devra en avoir un dans sa poche ou son sac, mais pas d'obligation de le porter si la distanciation est respectée. Je crois que le stade du port du masque, on en est passé à Anvers. C'est bien pour le reste du pays, mais à Anvers, il faut vraiment le confinement. Quand on voit que le confinement du 13 mars, il y avait environ 160 cas en Belgique et qu'on est maintenant au-dessus de 500, là, je crains quand même qu'on est parti vraiment pour une deuxième vague qui est plus sérieuse que la première vague. L'Allemagne reconfine les localités qui ont plus de 50 contaminations par semaine et par 100 000 habitants. Anvers, c'est déjà bien au-delà, avec 77 contaminations. Et notamment pour faire face à cette évolution de la maladie à Anvers, le Conseil national de sécurité se réunira dès demain matin. Loïc Parmentier, à quel type de décision peut-on s'attendre ? Eh bien, la première décision envisagée par le Conseil national de sécurité est d'ordre local. L'idée est de créer une règle qui imposerait, qui obligerait les bourgmestres à agir dès qu'un nombre de cas de coronavirus est détecté, dès qu'un seuil est atteint. Alors bien sûr, les bourgmestres, depuis hier, depuis samedi, ont tous les pouvoirs pour agir localement sur l'épidémie de coronavirus et ils peuvent même décider de reconfiner un quartier ou leur ville entière. Mais ce type de décision n'est pas facile à prendre politiquement. L'exemple d'Anvers est d'ailleurs particulièrement parlant. Les autorités communales connaissent les communautés dans lesquelles le coronavirus reprend de la vigueur. Ils connaissent les quartiers précis, mais l'idée de reconfiner, décider d'un reconfinement, ce n'est pas simple. Alors voilà pourquoi le Conseil national de sécurité pourrait imposer cette règle. L'idée derrière cela, eh bien, c'est de ne pas prendre de mesures globales pour toute la Belgique, alors qu'une zone précise pose problème. Et puis, il nous revient également que le Conseil national de sécurité pourrait restreindre notre bulle sociale de 15 à 10 personnes. C'est d'ailleurs une des recommandations des experts depuis la semaine dernière. Bien sûr, il faudra attendre toutes les confirmations à l'issue du Conseil national de sécurité qui commence demain ici à 9h précises.
Merci Loïc Parmentier. À noter que la Flandre interdit la présence d'un public lors des activités et compétitions sportives, mesure qui sera mise en application dès demain. L'infectiologue Yves Van Latem est avec nous en direct. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes porte-parole interfédérale pour la crise du coronavirus. À votre avis, faut-il prendre des mesures supplémentaires à Anvers ? Très clairement, Anvers est l'épicentre du problème. Le pays, globalement parlant, a un frémissement un peu partout. Il y a des problèmes plus significatifs dans quelques provinces, entre autres des provinces flamandes, mais Anvers pose un problème particulier. Quel type de mesure ? Un reconfinement local ? Alors je ne sais pas si on ira jusqu'au reconfinement local, mais il est clair qu'en dehors de mesures globales qui seront probablement prises pour le pays, de manière à maintenir ce frémissement global, des mesures particulières doivent être prises à Anvers. Iront-elles jusqu'au reconfinement local ? Iront-elles simplement dans l'accentuation des techniques de suivi des patients et de dépistage ? On le saura demain. Est-ce qu'on aurait dû agir avant ? Est-ce que finalement il n'est pas déjà un peu trop tard ? On a envie de dire que prendre ça un peu plus rapidement aurait probablement été meilleur. On vient d'entendre un reportage dans lequel on nous dit, oui, il y a 15 jours qu'on le sait. Je pense qu'effectivement, toute journée perdue est dommageable. Alors je pense qu'il n'est pas encore trop tard, mais je pense qu'effectivement, comme d'autres l'ont dit, il faut que cette semaine-ci, quelque chose change pour qu'on puisse d'ici 2 à 3 semaines voir un revirement de la courbe. Merci Van Latem, restez avec nous. On va se rendre maintenant au sud du pays, à Courcelles. Les autorités communales ont décidé d'imposer le port du masque partout dans l'espace public. La mesure s'appliquera dès mardi. C'est la première commune wallonne à prendre une telle décision. Aurélie Henton avec Gaëtan Zanqueta. Dans la file pour les douceurs du dimanche matin, les clients sont tous masqués. À chaque sortie, ce sera la règle sur les 44 km² que compte la commune. Il faut prendre toutes les précautions possibles. Si on ne les prend pas, on va tous crever. Hein. De tous côtés, même dans les chemins, de tous côtés, qu'on devrait le faire. Dans toute la Belgique. Hein. Zone urbaine ou rurale, l'ordonnance de police ne fera pas la différence. Pour moi, ça a un peu moins de sens dans les campagnes. On est au grand air, on rencontre beaucoup moins de personnes, donc voilà, c'est peut-être forcé un petit peu. Pour ce Courcellois, il est exagéré d'appliquer cela sans condition, qu'il y ait foule ou pas. Je suis tout seul sur la place. Alors pourquoi le mettre? C'est une connerie, c'est une bêtise. Mais, je ne sais pas si ça va passer, mais Madame Taquin, c'est une mère. Et alors, la première ministre, c'est mère aussi, hein, Madame Bulmès. Je défends les libertés, mais dans une situation telle que celle-ci, mais en fait, prendre une telle mesure, c'est la prendre en sachant à l'avance qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Et donc, voilà, non, c'est absolument pas une décision politicienne. Politique responsable, oui. Plusieurs exceptions à la règle. Les enfants de moins de 12 ans, le sport et l'effort physique. De toute façon, je porte le masque dès que je mets un pied dehors. J'ai la particularité de vivre tout seul et je ne tiens pas à me retrouver confiné tout seul à la maison. Donc je suis assez prudent. Il y a 31 000 habitants à Courcelles. En cas de besoin, la commune souligne disposer de 35 000 masques. Et à la côte belge, le masque est aussi obligatoire depuis hier sur les digues. Une nouvelle mesure bien respectée par les habitants et les vacanciers. Le reportage à Ostende de Claire Carozone et Recep Ametaj. Entre la semaine dernière et ce week-end, le visage de la côte a bien changé. Pas un seul sourire visible sur les digues, tous bien cachés derrière leur masque obligatoire. Il y a du monde, donc c'est bien d'avoir le masque. On est venu il y a 2 semaines et on avait pris l'habitude de mettre le masque en centre-ville parce qu'il y avait énormément de monde. C'est vrai que là sur la digue, c'est bien également. C'est bien, ça protège quand même hyper bien. Pour moi, le coronavirus, c'est déjà très bien. C'est un peu gênant, effectivement, mais je pense que c'est une bonne mesure pour éviter la propagation du Covid. De Knock à La Panne, c'est la même règle sur tout le littoral. Interdit de se balader sur les digues sans son masque. Une décision de la province en accord avec tous les bourgmestres concernés. Et pour être sûr que la mesure est bien suivie, on ne lésine pas sur les moyens. J'ai la police, mais j'ai aussi un team d'été avec des volontaires et avec des étudiants. Ce n'est pas la motivation de donner
et pénaliser les personnes, mais de sensibiliser les personnes. Mais alors, on demande des personnes de porter le masque tout le temps. Reste que la mesure pose certains problèmes pratiques insoupçonnés. C'est compliqué parce que généralement on bronze puisqu'il y a du soleil. Donc au final on bronze que sur le haut du visage, du coup ça donne pas trop beau quoi. Mais que les adeptes de la bronzette se rassurent, une fois sur la plage, vous pouvez retirer votre masque et profiter à plein poumon du grand air marin. Le masque, on le sait, est indispensable pour freiner la propagation du virus. Il peut aussi parfois causer de légères irritations de la peau. Il existe quelques conseils simples pour éviter ces petits désagréments. Loïc Parmentier et Pierre Alterman. Un dimanche matin au supermarché, bien évidemment, tout le monde est masqué, c'est obligatoire. Les employés l'ont 8 heures sur le bout du nez, les clients un peu moins longtemps. Mais ce masque n'est-il pas irritant ? Moi, ça me gêne un peu, oui. On transpire, en fait, et c'est un peu gênant. Irrité, je dirais pas, mais c'est plus au niveau respiratoire. J'ai juste dur à respirer, mais sinon, après, ça va, c'est une question d'habitude. Ça fait depuis mars qu'on le porte, donc on a pris le temps de s'habituer. C'est fatigant au niveau de la respiration. Est-ce que ça gratte parfois derrière les oreilles à cause de l'élastique ? Ça, c'est sûr, oui. Et dans la majorité des cas, le masque ne pose aucun problème. Mais les dermatologues ont vu apparaître quelques nouveaux symptômes, comme des aggravations d'acné chez certains patients et parfois même de nouveaux types d'allergies. Les masques ont été faits pour beaucoup par des personnes dans leur coin, si on veut, et ont employé des tissus, surtout des tissus synthétiques, qui relarguent des colorants, et ces colorants peuvent devenir allergisants, bien sûr. On peut aussi remarquer des allergies, soit à la petite barrette métallique qui enserre le nez, soit éventuellement aussi aux élastiques qui tiennent le masque via les oreilles. Conseil du dermatologue, changez régulièrement de masque, passez d'un chirurgical à un masque en tissu et inversement. Ne portez pas de masque en tissu synthétique. Mettez une petite protection entre vos oreilles et l'élastique s'il vous irrite. Et si vous avez des problèmes plus graves, consultez un médecin. Reste enfin l'ultime recommandation. Sortez masqué. Les irritations se soignent facilement. Le coronavirus est bien plus dangereux. Et le virus circule toujours. Le nombre de cas continue d'augmenter. Entre le 16 et le 22 juillet, un peu plus de 255 cas ont été recensés en moyenne par jour. C'est une hausse de 71% par rapport à la période précédente. 212 malades du Covid sont hospitalisés, dont 45 patients en soins intensifs. Yves Van Latem, on vous retrouve quand on voit les infections qui augmentent chaque jour. Est-ce qu'il faut prendre des mesures à l'échelle du pays ? Je pense que oui. Je pense qu'en dehors des zones rouges dont on a parlé, essentiellement dans le nord du pays, il y a malgré tout une augmentation faible, mais dans quasi toutes les autres provinces. De manière à éviter d'avoir éventuellement le même problème que le nord, je pense que globalement, il y a des dispositions à prendre pour tout le pays, effectivement. Élargir encore le port du masque comme à Courcelles, c'est une bonne idée à votre avis ? Je pense que le port du masque a tout son sens et vous savez que les scientifiques ont déjà proposé les dernières semaines d'élargir ce port du masque. Ça a été pour l'instant non considéré, ça le sera peut-être demain, mais comme le disait un des interlocuteurs, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens si on est en train de se balader dans des rues désertes le soir pour promener son chien ou dans les bois. Par contre, dans des rues animées, commerçantes ou pas, ça a tout son sens. Yves Van Latem, est-ce qu'on peut dire qu'on est à un moment critique, un moment où il faut absolument agir pour empêcher une seconde vague ? Oui, vous savez que j'aime bien l'image de la vaguelette et je l'ai maintenue pendant longtemps. Cette vaguelette commence à devenir nettement plus significative et je pense qu'on ne peut plus tarder à faire quelque chose pour que ça ne devienne pas effectivement une deuxième vague, en tout cas sur une partie du pays, avec toujours le risque pour un petit pays que plus qu'une partie n'y soit engloutie. Merci Yves Van Latem d'avoir répondu à nos questions en direct. Les nouvelles contaminations concernent surtout des personnes relativement jeunes. Ces patients, même sans antécédents, ne sont pas à l'abri des complications graves. Christophe, 45 ans, a attrapé le Covid au début du mois de mars. Il est resté 11 semaines dans le coma. Les médecins estimaient qu'il n'avait qu'un seul % de chance de survie. Rencontre Arnaud Gabriel et Guillaume Huils. Ce sont des images très privées, très intimes. Le visage d'un homme conscient mais perdu.
Ses inquiétudes, ses questions se lisent dans son regard. Figé, fixé vers son médecin, son seul et unique repère. Ça va? Zit op intensieve zorg in Leuven, hè? Je kunt nog niet praten, hè? Je hebt hier een buisje. Oké. Dat gaat zeker wel veel beter. Un moment rare, les premières secondes d'une renaissance après 11 semaines, plongé dans le coma. Mijn allereerste reactie was uiteraard van ik leef nog. Maar een tweede reactie was, waar is mijn vrouw, waar zijn mijn dochters? Christophe a 45 ans. Il nous reçoit chez lui. C'est l'un de ses premiers jours de retour à la maison. Ce père de 2 enfants n'a jamais eu de gros problèmes de santé, jamais opéré dans sa vie. Pourtant, tout bascule le 19 mars. Ik dacht, het is gewoon een griep. Het is iets wat van voorbijgaande aard zal zijn. De huisarts gebeld. Die zei, voorlopig heb je nog geen symptomen van COVID-19. Dus je moet gewoon rusten en een afval gaan nemen. Puis son état de santé s'aggrave. 2-3 dagen later wil ik 's avonds gaan slapen. Ik ga de trap omhoog en op een bepaald moment blokkeer ik. Ik raak de trap niet meer op. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik ga me vanavond in de zetel leggen. Le lendemain, il appelle l'ambulance. Direction l'hôpital de Saint-Tron, tout s'accélère. Il est placé aux soins intensifs, puis transporté en urgence à Louvain et placé dans le coma. Christophe se souvient du dernier appel, passé à son épouse. Ik heb mijn vrouw gebeld een dinsdagmorgen om 6:30 's morgens en gezegd van ze gaan mij in coma leggen. Dan voelt je nog heel klein. Ja, ik had zoiets van, ga ik nog wel wakker worden? Surnommé le miracle de Louvain, sa vie est mise sur pause. Son pourcentage de survie est estimé à 1%. Pour son épouse et ses 2 filles, le temps est interminable. Dat ze midden in de nacht belden van hou je maar klaar, het is helemaal niet goed. Je gaat het waarschijnlijk niet halen. Après s'être battu pour vivre, ce directeur commercial a dû se battre pour revivre. Hey, je bent niet bezig, hè, papa. Je zit zo sterk, we zijn allemaal zo fier op u. Kijk hoe goed je ogen niet open zijn. Schat, we zijn echt blij dat we u zo zien. Hey. Papa. Hij beweegt met zijn hand, hè? Réapprendre à parler, manger et surtout marcher. Une revalidation de plusieurs semaines. Mijn nieren waren goed, al mijn organen waren goed. Dus eigenlijk heb ik daar wel heel veel geluk gehad. Aujourd'hui, l'épidémie reprend de l'ampleur, ce qui inquiète Christophe. Il lance ce message. Het is geen lachertje, het is maar niet zo een griepje. Volg alsjeblieft de maatregelen die ze zeggen in de media. Plus jamais, sa vie ne sera comme avant. Profiter des choses simples, se protéger et protéger les autres pour ne plus jamais revivre ça. On reste en Flandre où le port du masque est au centre d'une interpellation qui pose question à Roulers. Un jeune qui ne portait pas de protection buccale dans un skatepark a reçu du spray au poivre et a été giflé par un policier. L'intervention a été filmée et le parquet a ouvert une enquête. Mélanie Renda. Sur ce skatepark, un policier demande à un homme de lui présenter ses papiers d'identité. Ce dernier refuse. Le policier asperge alors le jeune de spray poivré avant de le plaquer au sol et de le frapper. À l'origine de ce contrôle musclé, le refus du skateur de porter un masque. Les faits ont lieu à Roulers, en Flandre occidentale, et sont filmés avant d'être partagés sur les réseaux sociaux. Ce matin, le parquet a ouvert une enquête. D'un côté, dans le chef du jeune homme, il peut s'agir d'outrage et rébellion. De l'autre, dans le chef du policier, nous pourrions parler de coups et blessures. Mais ça, l'enquête devra le déterminer. Les 2 hommes seront interrogés. Nous allons aussi regarder toutes les vidéos disponibles, car il n'y a pas que celles partagées sur les réseaux sociaux, il y a aussi celles de la ville. Le bourgmestre demande au chef de corps qu'une enquête interne soit faite.
Comme beaucoup de gens, j'ai aussi été choqué quand j'ai vu les images hier. J'ai pris contact avec le chef de corps pour mettre en place une enquête objective. Il est évident que notre société est sous pression et que les gens sont sur les dents. Mais cette crise ne doit pas venir court-circuiter notre humanité. Après un interrogatoire au commissariat, le jeune homme est retourné au skatepark, cette fois avec un masque. En bref, la personne sans abri infectée par le coronavirus qui crachait en public vendredi à Mons a été placée sous mandat d'arrêt. Parlons à présent de la situation de l'Espagne. Elle inquiète certains pays. Les infections augmentent dans plusieurs régions, parfois touristiques. Chez nous, pour l'instant, rien ne change. Les voyages sont autorisés, sauf dans quelques zones localisées. Le Royaume-Uni, par contre, vient de modifier ses règles. La quarantaine est imposée aux voyageurs revenant d'Espagne. Mélanie Renda. Des vacances en Espagne qui se terminent avec un goût amer pour ces Britanniques. Ils viennent d'apprendre qu'à leur retour à la maison, une quarantaine sera obligatoire. On n'a pas vraiment eu le temps de se préparer. Maintenant, tout le monde panique. En plus, ça ruine les plans de tout le monde. Une décision prise par le gouvernement britannique après que le nombre de nouvelles infections en Espagne a augmenté cette semaine. Il est passé de 685 lundi à 922 vendredi, une moyenne de 767 nouvelles contaminations par jour. Les dernières données sur l'Espagne montrent qu'il y a eu une forte augmentation de nouveaux cas. Ce que le ministre des Affaires étrangères conseille à partir de maintenant, c'est que tout voyage non essentiel vers l'Espagne soit évité. Cette semaine, le Premier ministre français déconseillait lui aussi de se rendre en Espagne, plus précisément dans la région de Catalogne. Dans cette zone, depuis hier, les discothèques sont fermées et un couvre-feu de minuit est imposé aux bars et restaurants. Nous sommes en discussion avec les autorités espagnoles et catalanes pour que celles-ci veillent à ce que, dans l'autre sens, les flux en provenance d'Espagne en direction de la France soient les plus limités possibles. Du côté du ministère des Affaires étrangères belge, aucune recommandation supplémentaire n'a été communiquée concernant les voyages en Espagne. À l'heure actuelle, sur cette carte, les voyages en zone orange sont possibles sous condition. Les voyages ne sont en revanche pas autorisés en zone rouge. La pandémie continue de progresser dans le monde. Plus de 16 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés. Les États-Unis restent le pays le plus touché. À suivre dans votre RTL Info 19h, l'un des bénévoles œuvrant dans la cathédrale de Nantes a avoué avoir bouté le feu à l'édifice. Il a été mis en examen. Plus de narguilés dans les bars à chicha, ils sont interdits dans l'espace public. Les patrons craignent que les clients désertent leurs établissements. Et puis un peu d'évasion en mode culinaire. Nous avons rencontré une chef belgo-mauricienne dans son restaurant de Bruxelles. Au menu des bonnes choses, légumes, poissons et épices. Mais parlons d'abord des suites du confinement. La période qu'on vient de vivre vous a peut-être amené à réfléchir à votre manière de consommer. Et plus globalement, la tendance à manger moins de viande rouge s'intensifie ces dernières années. Les industriels imaginent donc de nouveaux produits. Une entreprise belge propose de la viande hybride, saucisse, hamburger, moitié viande, moitié champignons. Quel est l'impact sur le goût et les valeurs nutritionnelles? C'est le dossier RTL Info. Il est signé Lax Milota et Catherine Van Zeveren. Le choix est vaste dans les rayons végétariens des supermarchés. Steak de soja, chipolata végétale, boulettes aux pois chiches. Les Belges ont d'ailleurs réduit leur consommation de viande rouge, moins 3% en 2019 par rapport à l'année précédente. Brice a suivi la tendance imposée par sa petite amie. J'étais un grand consommateur de viande. J'ai une copine qui du jour au lendemain a décidé de devenir végétarienne. Donc au départ, voilà, un peu difficile. Et puis au fur et à mesure, on a essayé différentes choses, différents substituts à la viande, ou même simplement des légumes cuisinés. Et petit à petit, on s'y fait. Que ce soit pour des raisons environnementales ou de santé, les consommateurs changent leurs habitudes. Les industriels ont donc dû s'adapter. On a remarqué que beaucoup de gens veulent réduire leur consommation de viande, mais en même temps, ils sont amateurs de viande, de produits de viande. Donc on a cherché pour une solution pour garder le goût, la texture et en même temps réduire le taux de viande dans des produits finis.
Cette entreprise a choisi de produire de la viande hybride. 50% de viande, 50% de champignons. Des pleurotes exploitées en Belgique et aux Pays-Bas. Merguez, chipolata et hamburgers hybrides sont en vente depuis 2 mois. Les consommateurs sont-ils prêts à essayer? Ça dépend du produit. C'est vrai qu'on reste aussi dans un principe de transformation de produits. Donc tout le côté effectivement côté sain, côté bon pour la santé est remis en question aussi. J'ai jamais goûté, mais pourquoi pas? Je mange de la viande en petite quantité. Comme j'en ai mangé toute ma vie, je n'ai pas l'intention de commencer à être végétarienne ou végétalienne. Personnellement, j'aime bien les champignons, donc je préférerais goûter le goût du champignon dedans. Mais ces produits n'ont pas le goût des champignons, malgré l'utilisation de pieds de pleurotes dans la recette. Les pieds contiennent plus de fibres et c'est mieux pour la texture des produits finis comme les hamburgers. Et aussi, ça nous aide d'obtenir des produits avec un Nutri-Score A. Les pieds de pleurotes sont cuits puis refroidis à l'azote liquide pour pouvoir y ajouter des œufs et des épices. La pâte de pleurote emballée rejoint une usine de transformation de viande. Le mélange terminé, il est possible de faire des saucisses et des hamburgers. À l'extérieur, ça ressemble à un chipolata normal, mais à l'intérieur, le goût est presque comme des produits normaux. Une apparence identique et une bonne note sur le plan nutritionnel. Ces produits se disent moins gras. Sont-ils réellement meilleurs pour la santé ? On peut dire qu'ils sont relativement équilibrés, mais pour autant n'ont pas un avantage comparatif beaucoup plus intéressant par rapport à la viande. Par contre, ce qu'on constate, c'est que ce sont des produits qui, par exemple, sont très salés. Donc le rehausseur ou l'exhausteur de goût, c'est le sel, et ça, évidemment, ça pose un problème en matière de santé publique. Attention aux produits transformés, disent les diététiciens. Merguez ou merguez aux champignons doivent toutes deux être consommées sans excès. Un nouveau dispositif qui pourrait faciliter la vie des patients diabétiques est à l'étude. Il s'agit d'un capteur placé sous la peau pour mesurer le taux de glycémie. Cet appareil ne devrait pas être régulièrement remplacé. Chantal Menet avec Gaëtan Lilon et Denis Caudron. Là, et donc je suis à 97 en parallèle, donc c'est que je suis pour le moment assez bon, quoi. Michel Rossels est diabétique depuis qu'il a 11 ans. En 53 ans de maladie, il a connu l'évolution des traitements. D'abord les piqûres dans les doigts, puis les patchs à changer toutes les semaines ou tous les 15 jours. Un fameux progrès, malgré encore quelques inconvénients. Pour certains, ils sont allergiques à... Il y a une sorte de colle qui adhère à la peau. D'autres, je dirais, le perdent quand ils transpirent, par exemple. Si je nage plus qu'une demi-heure avec ce système, je dirais, mon capteur se décolle. Une start-up gantoise travaille en collaboration avec l'université de Gand sur un capteur de haute technologie. 28 chercheurs sont en train de développer une puce invisible de quelques millimètres qui devrait mesurer en continu le taux de glycémie des diabétiques. Notre capteur sera inséré par une procédure minimale invasive sous la peau et mesurera le taux de glucose et d'autres biomarqueurs constamment pendant 2 ans. Les valeurs sont transférées sans fil à l'appareil mobile de l'utilisateur. Sur le GSM donc? Oui. La société Indigo espère mettre cette puce révolutionnaire sur les marchés européens et américains fin 2023. Coût de la recherche, 38 millions d'euros. Et un énorme espoir pour les diabétiques. Au plus que l'on peut vivre comme les autres, au plus que notre vie sera sans problème, je dirais. En Belgique, 6% de la population souffre du diabète, soit un peu plus d'1 personne sur 20. C'était une figure du Centre démocrate humaniste. Guy Luggen est décédé, l'ancien ministre wallon et bourgmestre de Bastogne. Avec 84 ans, il suivait de près la carrière politique de son fils Benoît Luggen. Gauthier Falck avec Pierre Morleghem. Il était fier de sa ville. Guy Luggen a été bourgmestre de Bastogne de 1976 à 2000. Mais l'homme est surtout connu pour son rôle en tant que ministre wallon
De 1988 à 1999, pendant presque 12 ans donc, il aura été en charge des logements, des ressources naturelles, de l'environnement ou encore de l'énergie. Mais son portefeuille le plus important, c'était l'agriculture. Une attribution en pleine crise de la vache folle qui a fait mal aux éleveurs. L'essentiel est de faire en sorte que le secteur puisse s'en sortir. Il restera celui qui a placé la Wallonie sur la carte de l'Europe agricole, puisque c'est lui qui a notamment obtenu une plus large régionalisation de l'agriculture. Mais surtout, ce qui était important, c'est qu'il avait le souci de chacune et de chacun. Guy Ludgen a finalement pris sa retraite politique en 2000 et est devenu un grand supporter de son fils Benoît, lui aussi engagé pour le CDH, avec qui il a réalisé de beaux scores dans la province de Luxembourg en 2010. Tu dépasses les scores que j'ai jamais pu faire au niveau de la province de Luxembourg. Autre élection en 2018, cette fois au niveau communal où Benoît affronte son frère Jean-Pierre, fondateur d'Icewatch, pour le poste de bourgmestre de Bastogne. Un duel compliqué à suivre pour le père. Ça n'a pas été simple pour moi, mais j'espère que l'avenir permettra de raccommoder certaines blessures. Guy Ludgen aura aussi été secrétaire d'État pendant 2 ans, mais c'est son action en Wallonie qui aura réellement marqué sa carrière politique. En France, un homme a été arrêté et inculpé pour l'incendie de la cathédrale de Nantes la semaine dernière. Le bénévole chargé de fermer l'édifice avait déjà été entendu puis remis en liberté. Il a fini par avouer les faits. Emmanuel Dupont. Il était le dernier à avoir quitté la cathédrale dont il avait les clés le vendredi 17 juillet, quelques heures avant que le feu ne se déclare. Le bénévole du diocèse de Nantes avait d'ailleurs été interpellé par la police judiciaire et placé en garde à vue avant d'être libéré. Mais de nouveaux éléments ont poussé le parquet à faire marche arrière. L'homme âgé de 39 ans a de nouveau été entendu hier matin. Il est passé aux aveux et se dit rongé par le remords. C'est quelqu'un qui est effectivement apeuré, qui est quelqu'un qui est en quelque sorte dépassé. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous pouvez imaginer évidemment comment il peut se ressentir en état. L'homme a reconnu avoir allumé les 3 feux dans la cathédrale, sur le grand orgue, le petit orgue et dans un panneau électrique. Mais on ne connaît pas ses motivations. D'origine rwandaise, il est arrivé en France en 2012 et réclame depuis des mois sa naturalisation. L'enquête devra déterminer s'il a agi par colère. Le procureur a également demandé une expertise psychiatrique. Mais selon le diocèse pour qui il travaillait depuis 4 ou 5 ans, c'était un homme de confiance. Ce garçon, il est même servant d'hôtel, vous voyez, il a un certain âge, il a 39 ans, je crois. Hein, et puis là, il fait son travail, mais ça se passe toujours bien. En une semaine, plus de 30 personnes ont été entendues et une vingtaine d'enquêteurs mobilisés. Le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. En bref, un automobiliste a été interpellé après avoir percuté un groupe de personnes à Berlin, en Allemagne. 7 de ces personnes ont été blessées, dont 3 grièvement. La raison pour laquelle le conducteur a dévié de sa trajectoire n'est pas encore connue. Retour chez nous avec l'inquiétude de certains patrons de bars à chicha. Ces établissements peuvent rester ouverts, mais depuis hier, l'usage des narguilés est interdit dans les lieux accessibles au public. Résultat, ces bars commencent déjà à perdre leurs clients. Mathieu Langer avec Julien Raoué. Une terrasse vide et à l'intérieur, des salons déserts. Ce bar à chicha a perdu quasi l'entièreté de sa clientèle. Une véritable catastrophe. Son chiffre d'affaires d'hier soir, 10 €. Avec 10 €, je vais payer le loyer, je vais payer le travailleur, je vais payer... Il va faire quoi? Impossible pour ce gérant de continuer ses activités, car comme Hassan, ses clients viennent exclusivement pour y fumer des narguilés, plutôt que simplement y boire un verre. C'était culturel, c'était quelque chose de culturel. Je venais ici pour fumer chicha, je venais ici pas pour boire un café, pas pour boire autre chose. De toute façon, dans un bar à chicha, qu'est-ce qu'on boit? C'est café, de thé. Qu'est-ce que c'est alcool? On ne boit pas avec le chicha. Pour le Conseil national de sécurité, le risque de contamination reste trop élevé. Certains établissements avaient pourtant tout prévu avec une utilisation individuelle des pipes à eau munies de tuyaux jetables. Donc c'est toujours une chicha par personne. On utilise les tuyaux jetables pour éviter les contaminations s'il y en a.
Fermés durant 3 mois, ces bars s'étaient aussi adaptés aux nouvelles règles de sécurité. Vous pouvez voir ici que j'ai condamné des tables, donc j'ai perdu la moitié de mes tables. On n'aura même pas une aide ou une indemnisation pour nous aider. Vous voyez, c'est ça le problème. Parce qu'il n'y a aucune loi qui nous oblige à fermer, mais il y a une loi qui nous interdit de servir les chichas. Et avec plusieurs milliers d'euros de loyer à payer, sans rentrer, ces établissements n'auront d'autre choix que d'arrêter définitivement leurs activités. Le coronavirus complique aussi l'activité des éleveurs de porcs. Depuis plusieurs semaines, ceux-ci travaillent à perte. Plusieurs abattoirs sont fermés. Conséquence, les bêtes ne se vendent plus et les prix diminuent. Gauthier Falk avec Pierre Morleghem. Dans cet élevage, de nombreux porcs n'ont pas pu être vendus. Le problème, c'est la fermeture de plusieurs abattoirs européens, notamment le plus grand du continent, ici, en Allemagne, après une explosion du nombre de cas de travailleurs contaminés il y a un mois. Et cela a encore des conséquences aujourd'hui, chez nous. Il faut savoir qu'en Belgique, on produit beaucoup plus que ce qu'on consomme. Et donc forcément, certains porcs doivent partir notamment à l'exportation. Et c'est tous des porcs qui ne partent pas à la consommation. Et on se retrouve en Belgique avec un surplus de porcs pour la consommation. Gary élève ici un peu plus de 2000 porcs et si ces animaux ne se vendent pas, eh bien forcément, cela a des conséquences sur les prix. Il y a 8 mois, le prix au kilo s'élevait à 1,41 €. Aujourd'hui, à 94 cents seulement. On a le prix du porc sur le marché mondial notamment qui est en train de s'effondrer et qui s'effondre toujours. Quand on a des coûts de production d'1,10 €, 1,20 €, vous faites le calcul, vous verrez que tous les éleveurs de porc perdent de l'argent aujourd'hui avec les porcs. Cette crise est donc un nouveau coup dur pour le secteur, déjà touché par la peste porcine africaine. Cette crise dont on est à peine sorti, et puis ici cette crise du Covid qui réanime cette crise de nouveau, une crise de nouveau. Donc crise après crise, c'est quand même lourd pour les producteurs, ça c'est clair. Des producteurs qui demandent donc une aide financière du gouvernement. Sans cela, ils craignent des faillites. La saison touristique bat son plein en Belgique, mais les guides, professionnels ou amateurs, n'ont quasiment plus de travail. Et pour cause, la majorité de leur clientèle est composée de touristes étrangers. Arnaud Gabriel, Guillaume Wils. Marie est guide à Bruxelles depuis plus de 7 ans. Vu le monde sur la Grande Place, pas une seule visite guidée. Pas une seule visite guidée, non, pas une seule. En cette période de vacances, habituellement, elle compte en moyenne 30 personnes par jour pour des visites. 210 par semaine, 840 par mois. Aujourd'hui, la réalité est bien différente. Ça se passe plutôt mal. Elle n'a que 5 clients par semaine, 20 par mois. On a eu des quantités d'annulations absolument incroyables. On a eu une quantité de remboursements aussi incroyable à faire, donc une très grosse perte. Donc non seulement il n'y a plus de rentrée, mais il y a aussi beaucoup de sorties qui sont un peu problématiques pour nous. Et le guidage est quasiment à l'arrêt pour moi et pour tous mes collègues, quoi. Le secteur dans son ensemble est touché. Marie se dit même chanceuse car beaucoup de ses collègues ont un bilan encore plus problématique. Pour Didier par exemple, c'est le 3e groupe à peine depuis le début du mois de juillet. C'est un métier qui n'est pas toujours reconnu, même humainement, parce que voilà, c'est un métier, mais de temps en temps, quand on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis guide culturel, et tu as envie. C'est un métier pourtant qui accompagne, qui donne des clés de lecture dans beaucoup de choses, que ce soit dans la visite et du patrimoine, d'une exposition. Bruxelles compte plus ou moins 200 guides. Les touristes viennent dans la capitale du monde entier. Avec la crise sanitaire, la donne change et les touristes sont moins nombreux. Là, pour l'instant, on a quand même un peu des Américains qui sont sur des bases militaires en Europe, ça ils viennent toujours. Et il y en a aussi un peu d'Allemands, un peu de Scandinaves, un petit peu de Français aussi. Donc c'est vraiment plutôt les pays limitrophes des Britanniques. Donc là, on est vraiment plutôt sur les pays autour. Suivez le guide, ne nous oubliez pas. On reste là, on est prêts. Le secteur souhaite plus de reconnaissance et des aides pour surmonter cette période qui semble interminable.
Place à la suite de notre série de reportages consacrée à l'été 100% belge et une rencontre avec une chef belgo-mauricienne. Laure Génonceau cuisine depuis l'âge de 14 ans. Elle a ouvert son restaurant il y a 4 ans à Uccle et elle a un faible pour les légumes, le poisson et les épices. Celle qui a été élue Lady Chef en 2017 par les professionnels nous a reçus dans son établissement. Après l'avoir accompagnée faire son marché, elle nous dévoile une spécialité bien à elle. Portrait signé Emmanuel Dupont et Redjepa Métage. Ce restaurant, c'est avant tout un rêve d'enfant, un rêve. Voilà, j'ai toujours voulu avoir mon propre établissement et c'est un peu un aboutissement et je suis fière. Je suis Laure Génonceau, belgo-mauricienne, chef du restaurant Brinzel à Uccle. J'ai ouvert l'établissement il y a 4 ans. J'ai toujours aimé la cuisine, j'ai toujours aimé quand il y avait des invités à la maison. Ça fait partie un peu de la culture mauricienne. On accueille toujours bien les gens et c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié quand j'étais petite. Et j'aidais toujours maman à préparer, que ce soit un petit apéro, que ce soit enfin, voilà, des plats pour les invités. Et j'ai toujours aimé ça en fait. Donc à 14 ans, j'ai dit à mes parents, ben voilà, c'est ce que je veux faire. Et je suis partie à l'école hôtelière à Namur et voilà, cette passion ne m'a jamais quittée. Je cuisine beaucoup les légumes et le poisson, on va dire. Le contact avec la terre, je suis ardennaise, hein, donc voilà, moi la campagne, ça me parle. Voilà, tout, voilà, le légume frais, moi c'est ça qui est très important pour moi. Ça c'est des aubergines thaï. Elles ont besoin d'un climat un peu thaïlandais, c'est-à-dire humide et chaud, quoi. Et puis ici j'ai deux sortes d'aubergines. Le nom du restaurant c'est Brinzel, ce qui veut dire aubergine en créole. Voilà, donc j'affectionne particulièrement. Si j'avais su, on en aurait fait plus. C'est vrai? Le gâteau Brinzel, c'est une spécialité de l'île Maurice. Donc c'est un beignet d'aubergine. On mélange et c'est tout. Il n'y a vraiment pas d'huile. Je pense qu'il n'y a pas de bon plat sans amour. Voilà, si tu ne mets pas de l'amour dans ton plat, il ne sera jamais bon. Aussi simple soit-il. J'ai eu le prix de Lady Chef de l'année en 2017. Voilà, donc c'est un prix qui est élu parmi plein d'autres femmes chefs, parce qu'on est beaucoup de femmes chefs en Belgique, et j'ai eu la chance d'être élue en 2017. On arrive petit à petit à avoir notre place dans le milieu de la cuisine, même si ça reste un milieu très masculin. Voilà, on est là, on est en force et on vaut autant que tout le monde. Donc je pense qu'on est de plus en plus voilà, à faire ce métier et à y arriver de toute façon. À noter que vous pouvez retrouver une recette simple à réaliser de la chef Laure Génonceau sur nos sites et applications RTL Info. Peter Green, le guitariste cofondateur du groupe de rock britannique Fleetwood Mac, est décédé. L'artiste s'est éteint dans son sommeil à 73 ans. On se quitte sur l'une des informations principales de ce dimanche, l'augmentation rapide de l'épidémie à Anvers. Le Conseil national de sécurité se réunit demain matin. De nouvelles mesures devraient être prises. Développement à suivre en continu sur l'application RTL Info. Merci de nous suivre, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, les prévisions météo de Vanessa Matagne. Demain, c'est Olivier Sconians qui sera aux commandes de votre RTL Info 13h. Belle soirée, prenez soin de vous. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.